grand merci à l'Institut Fontaine de me recevoir dans ce lieu absolument merveilleux qui m'inspire grandement. Donc je reçois aussi tout le sens de vos paroles, Marie-Claire, quand vous dites qu'il faut se connaître soi-même pour affronter les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, et notamment les enjeux environnementaux. Et même si on voulait aborder les questions des conflits plus brûlants, plus actuels, liés aux instincts meurtriers des hommes, on pourrait aussi sans doute mettre en avant cette nécessité de mieux se connaître. C'est très intéressant l'époque qu'on est en train de vivre parce que se connaître soi-même, c'est une quête ancienne de l'humanité, hein, c'est aux origines de la philosophie grecque. C'est vraiment l'objectif de la bonne vie selon les anciens. L'impératif philosophique pour trouver une voie éthique, une façon de vivre juste, c'est de commencer par se connaître soi-même. Et ce qui est aujourd'hui saisissant, c'est de se rendre compte que ce qui était une quête philosophique, la recherche de la bonne vie, devient un impératif pratique, matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, connaître les biais de fonctionnement, les défauts de fonctionnement du cerveau des 8 milliards de personnes qui peuplent la Terre devient absolument crucial pour enrayer le mouvement de destruction de notre propre planète. Alors, on a une chance en fait dans cette aventure, c'est qu'il y a une science en fait de l'homme, parmi les diverses sciences de l'homme qui existent. Il y en a une qui arrive à maturité aujourd'hui, qui est la neuroscience, c'est-à-dire essayer de comprendre le fonctionnement de l'humain en plongeant dans son cerveau, en voyant comment fonctionne cet organe qui produit la pensée, les émotions, la mémoire, les pulsions, les regrets, les désirs. Tout ça prend naissance dans cet enchevêtrement de 100 milliards de neurones, de cellules nerveuses qui ont mis des millions d'années à évoluer pour se compacter dans le crâne des homo sapiens que nous sommes et nous donner tous nos talents infinis qui sont les nôtres et aussi tous nos pouvoirs de destruction quasi infinis qui sont les nôtres. Donc ce terrain incognita qu'est le cerveau humain aujourd'hui devient le champ de bataille du connais-toi toi-même, et l'enjeu, c'est plus seulement de vivre une bonne vie, ce qui est déjà pas mal, mais d'éviter de mettre fin à la planète sur laquelle nous vivons, aux espèces à côté desquelles nous avons évolué, et à la propre destinée de notre propre espèce. Donc c'est un enjeu matériel, pratique, urgent, on ne peut plus concret. Se connaître soi-même aujourd'hui, moi je le décline sous cette formule-là, c'est connaître son cerveau. Alors c'est une approche parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est le seul moyen de se connaître soi-même. Heureusement, il y a l'introspection, il y a la philosophie, il y a les sciences sociales, il y a énormément de moyens d'approcher le phénomène humain. Moi, le mien, c'est les neurosciences. Et vous allez voir pourquoi ça rencontre les problématiques environnementales aujourd'hui. Et j'ai donc sous-titré « Connaître son cerveau pour sauver la planète ». Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Au début, moi, en tant que neurobiologiste, je ne m'étais jamais demandé pourquoi notre cerveau avait un lien avec l'environnement. Et puis, quand même, en voyant l'évolution des écosystèmes, en voyant la destruction même de certains lieux de nature que j'affectionnais, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire, en fait, ce qu'on a de plus cher. Et pourtant, nous sommes l'espèce considérée ou autoproclamée comme la plus intelligente qui ait jamais existé sur Terre. Donc il y a un paradoxe. Parce que finalement, connaître ce cerveau, c'est s'intéresser à un organe qu'on a toujours qualifié comme étant la 8e merveille du monde, la chose la plus complexe de l'univers, capable d'inventer des équations de la relativité générale, de peindre la Joconde, de construire des cathédrales. C'est vrai, l'humanité, c'est pas n'importe quoi. C'est génial, un cerveau humain, ce que ça peut faire. Mais en même temps, c'est assez stupide pour ne pas se rendre compte qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis et qu'il faudrait changer radicalement de comportement pour ne pas aller vers le précipice, tout simplement. Donc là, il y a un paradoxe. Et le deuxième paradoxe, moi, qui a été le point de départ de ma réflexion, c'est tout simplement de voir comment cette question était traitée par les médias. Parce que moi, je me souviens parfaitement qu'il y a quelques années, j'ai entendu à la radio le matin un journaliste qui disait 15 000 scientifiques lancent un cri d'alarme sur l'état de la planète. Et lui, sa façon de présenter les choses, c'était de dire c'est une nouvelle catastrophique. Alors évidemment, quand vous apprenez ça, que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, ça vous plombe le moral pour le reste de la journée. Je me souviens que je suis parti au travail, j'ai ressassé ces idées pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, les routines ont repris le dessus.
J'ai passé ma journée normalement, j'ai réussi à dormir la nuit, puis le lendemain matin, je m'assieds de nouveau à ma table, je prends mon petit déjeuner, et exactement à la même heure, le même journaliste dit cette fois « J'ai une très bonne nouvelle pour vous ». Et la très bonne nouvelle, c'était quoi? Eh bien, c'était que la France venait de vendre pour 50 milliards d'Airbus aux Émirats arabes unis. Et là, je me suis pris la contradiction de plein fouet, hein, en pleine face. Je me suis dit « Mais c'est pas possible ». Si des gens qui ont accès à l'information, qui ont été formés intellectuellement pour multiplier les sources, croiser les sources, réfléchir à la façon de transmettre des faits importants auprès du public, si ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils naviguent en pleine contradiction, qui disent une chose et son contraire à 24 heures d'intervalle, on est quand même très très mal engagé. Et le pire, c'est que je me suis rendu compte à partir de ce moment-là qu'on vivait tous dans cette contradiction. C'est que soi-disant, nous avions tous conscience du fait que par exemple, les objectifs de 2 degrés des accords de Paris ne seraient jamais tenus au rythme auquel on émet des gaz à effet de serre aujourd'hui. On est tous conscients de ça. Mais au quotidien, vous savez, si toute la planète était peuplée de Français, il faudrait 3 planètes pour nourrir l'humanité. Aux États-Unis, c'est entre 5 et 7. Enfin, on consomme beaucoup trop, malgré notre conscience de la situation. Donc le paradoxe, il est là. Donc il est à la fois entre une humanité géniale qui a développé des concepts d'une extrême complexité, qui a développé des courants artistiques, des religions, des constructions mentales incroyables, d'un côté, mais qui détruit sa propre planète. Donc c'est le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est que nous avons conscience de la catastrophe, mais nous continuons à agir dans un sens qui est absolument néfaste à tout ce qui nous entoure et à nous-mêmes. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment le premier constat. Face à une telle contradiction, ça a été d'abord une espèce de blessure narcissique, parce que je ne parle même pas de la façon dont je me considère comme être humain, non. Une blessure narcissique au sens où moi, depuis une quinzaine d'années, je n'arrêtais pas de dire partout dans les médias que le cerveau humain était une machine fabuleuse. Voilà. La 8e merveille du monde, je vous le disais, quelque chose qui est capable de tout. Mais d'un seul coup, je me suis rendu compte que ce cerveau était en fait bourré de contradictions, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cerveau? Ça devenait un problème de neurobiologie, presque un cas d'école. Il suffisait d'aller voir ce qui, dans le cerveau, fonctionnait de travers. Il devait forcément y avoir un défaut de branchement, ce que j'allais appeler un bug, le bug humain. Alors quand on ouvre un cerveau, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qui ressemble à ça. On a tous un peu en tête l'image du cerveau humain avec sa partie extérieure toute plissée comme ça. Cette partie plissée s'appelle le cortex. Cortex en latin, ça veut dire l'écorce, la partie extérieure. Et c'est le cortex de l'être humain qui s'est particulièrement développé dans les dernières étapes d'évolution d'Homo sapiens, depuis environ 100 000 ans, 150 000 ans. C'est ce cortex cérébral qui est très développé dans l'espèce humaine, beaucoup plus que dans d'autres espèces animales, et qui nous donne la capacité de conceptualiser les choses. Le pouvoir d'abstraction, le langage, le pouvoir de coopération, le pouvoir de réfléchir à des mécanismes, à planifier des actions complexes. C'est ça l'arme fatale de l'être humain sur Terre, c'est son cortex. C'est ça qui nous rend intelligents, en gros. Mais si vous regardez plus au creux du cerveau, au centre, là, vous avez cette espèce d'organe là qu'on appelle le striatum. Et ce striatum, en fait, il était présent bien avant que le cortex d'Homo sapiens se développe. Il est présent déjà chez les Homo erectus il y a 2,5 millions d'années. Et puis si on remonte encore dans le temps, chez nos ancêtres primates, et même quand on regarde chez des poissons fossiles comme la lamproie, il y a 300 millions d'années, vous avez déjà ce striatum qui est là. C'est un peu l'alien du fond des âges. Il vient de très très loin. Il s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Bon. Et le cortex cérébral est arrivé après. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est très important à voir, c'est que le striatum, lui, son rôle, ce n'est pas du tout de fabriquer de l'intelligence. Lui, il fabrique en fait des désirs, des envies d'agir d'une certaine façon. Voilà. Et il nous pousse à agir au quotidien dans certaines directions bien précises. Voilà. Et il nous y incite en nous récompensant quand on le fait, en nous donnant du plaisir. Une récompense sous forme d'une molécule qui s'appelle la dopamine. Donc cette molécule, quand elle est libérée par le striatum dans le cerveau, elle nous donne du plaisir. Et donc c'est seulement quand on remplit certaines actions bien déterminées que le striatum nous donne du plaisir. Donc il va nous inciter à les faire. Et quels sont ces comportements qui sont récompensés par de la dopamine? Eh bien ce sont les comportements qui, depuis l'existence du striatum, depuis des millions d'années, ont en fait contribué à notre survie. Voilà. Le striatum, son but, c'est de nous amener à survivre
sans jamais rater notre coup. Et pour ça, il nous récompense avec de la dopamine quand on fait ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre depuis des millions d'années? C'est là qu'on tombe sur les 5 grands comportements, les 5 grandes motivations humaines depuis l'aube des temps qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et pour les comprendre, il faut se replacer dans le contexte de la vie de nos ancêtres, il y a 2,5 millions d'années, dans la savane du Paléolithique, quand nous étions à l'époque encore des Homo habilis ou des Homo erectus qui vivaient comme ça. Voilà. Donc la première chose à faire pour survivre, c'est évident, c'est manger. Voilà. Donc à chaque fois que nos ancêtres arrivaient à capturer une proie et à s'en repaître abondamment, le striatum libérait une dose de dopamine. Ça veut dire, voilà, ça, à chaque fois que tu feras ça, tu seras heureux. Et donc il faut continuer. Et ça marche très bien. Ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un petit détail dans cette affaire. C'est que si vous voyez ces Homo erectus là, qui sont en train de manger la carcasse d'un éléphant qu'ils ont abattu, c'est qu'il n'y a pas à l'époque de moyen de conserver la viande. Donc ce qui est très important, c'est de manger le plus possible quand il y a moyen de le faire. Il ne s'agit pas de dire je vais mettre la viande au réfrigérateur, il n'y en a pas. Donc le striatum va récompenser avec de la dopamine tous ceux qui vont manger le plus possible quand l'occasion se présente. Il n'y a aucune raison de s'auto-limiter. En fait, s'auto-limiter, ce serait même catastrophique. Dans des conditions du Paléolithique, je veux dire, l'Homo erectus qui dit non, moi j'ai pas envie de grossir, je reviendrai plus tard, ben après la viande elle est pourrie ou elle a été ramassée par une hyène et lui c'est terminé, il est mort. Ou alors il n'a même pas fait assez de réserve pour tenir jusqu'au moment où il y aura de nouveau une proie de ce type-là. Parfois, il faut attendre 2-3 semaines. Donc, il faut faire des réserves. Donc, le striatum, lui, il est programmé pour nous faire manger le plus possible, le plus rapidement possible, quand l'occasion se présente. Bon, ça, c'est pour survivre à court terme. Mais ensuite, pour survivre à plus long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que font tous les vertébrés, tous les mammifères, c'est transmettre leurs gènes. Donc, faire des copies de leur brin d'ADN qui est dans chacune de leurs cellules. Et la méthode traditionnelle, on n'a pas trouvé mieux encore pour répliquer son ADN, c'est d'avoir des relations sexuelles. Bon. Donc là encore, le striatum, depuis des millions d'années, quand on a des relations sexuelles, il nous récompense avec de la dopamine. Il ne s'agit pas qu'à un moment, les humains, d'un seul coup, se disent moi c'est terminé, plus de relations sexuelles, parce que l'espèce s'arrêterait. Donc il y a de nouveau cet aiguillon, cette carotte-là, qui nous pousse à répliquer notre ADN. Et ce qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est que la loi de la sélection naturelle fait en sorte que celui qui fait le plus de copies de son ADN, plus que son voisin, va mieux passer à travers les mailles du filet de la sélection naturelle. Donc le striatum, lui, va inciter chacun de nos petits Homo erectus à avoir le plus de relations sexuelles possibles. Là encore, c'est comme pour la nourriture, il n'y a pas de principe d'auto-limitation. Au contraire, il y a la logique toujours plus. Parce que dans un milieu où les ressources sont rares et où les partenaires sexuels éventuellement sont rares, il vaut mieux saisir l'occasion quand elle se présente. On va voir l'impact que ça a dans notre vie aujourd'hui. La troisième grande motivation humaine, elle se comprend très simplement. C'est-à-dire que c'est tout simplement le besoin d'occuper une situation sociale importante dans un groupe. Et ça, on s'en est rendu compte à la fois sur des études aujourd'hui dans la société moderne, que sur des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent d'une façon proche des Homo erectus ou des Homo sapiens au Paléolithique, que également chez des chimpanzés tout simplement. Plus un individu dans un groupe a un niveau social élevé, plus il a accès facilement à de la nourriture et à des partenaires sexuels. Donc à chaque fois que vous allez vous élever dans la hiérarchie sociale, bien, votre striatum va vous récompenser avec de la dopamine parce que ça, c'est un garant de mieux transmettre vos gènes et de mieux survivre. Donc ça, c'est la troisième grande motivation très importante, acquérir du statut, de la domination, être au-dessus des autres. C'est quelque chose qui est codé par notre striatum depuis l'aube des temps. Puis la quatrième grande motivation humaine, c'est qu'imaginez qu'une fois que vous avez réussi à manger, à vous reproduire et à être le chef, tout va très bien. Il y a encore un moyen de faire en sorte d'augmenter vos chances de survie, c'est si vous arrivez à faire tout ça en faisant le moins d'efforts possible. Ça, c'est la loi du moindre effort qui, en fait, nous a été léguée par les premiers organismes vivants. Déjà, il y a des milliards d'années, dans les premiers océans sur Terre, les premières bactéries même, obéissaient à un principe élémentaire de la vie, qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un mécanisme de régulation dans les cellules vivantes qui tend à maximiser les entrées d'énergie et minimiser les dépenses d'énergie. Donc ça, c'est pour tout simplement limiter les déperditions d'énergie qui peuvent menacer l'équilibre de l'être vivant. Et ça s'est transmis jusqu'à nous, et ça se traduit aujourd'hui par la présence de ces neurones-là, qui sont situés dans le striatum et qui vont s'activer à chaque fois qu'on va pouvoir faire le moins d'efforts possible. Typiquement, si vous êtes devant votre télévision
et que vous voulez changer de chaîne et que vous avez le choix entre vous lever pour faire quelques pas et puis appuyer sur le bouton ou simplement prendre la télécommande, là, comme je le fais, tout en piochant dans le sachet de chips négligemment, eh bien, ces neurones-là vont s'activer et vous donner de la dopamine quand vous prenez la télécommande, parce que ce sont quelques calories d'économiser et que nous, on est programmés depuis des millions d'années pour ne surtout pas gaspiller les calories. C'est ça la clé de la survie. Donc ces neurones s'allument quand on ne gaspille pas des calories et quand on arrive à minimiser nos efforts. C'est le quatrième grand besoin. Et la cinquième grande motivation du striatum, ben ça on y pense peut-être un peu moins trivialement, c'est de détecter de l'information autour de soi. L'information, c'est la clé de la survie depuis toujours. Placez-vous dans la situation de notre petit Homo erectus qui cherche à manger, qui n'a pas mangé depuis une semaine, qui sent que ses jours sur Terre sont comptés s'il ne trouve pas très rapidement une proie. Il voit une empreinte de pas dans la boue séchée, il s'est dit « Waouh, heureusement que je l'ai vue celle-là ». Donc, très très attentif à la moindre information dans son environnement naturel. Et puis, il faut qu'il sache distinguer la trace d'une proie d'une trace de prédateur, parce que s'il se trompe, alors là, ses gènes, sa lignée, ça passe à la trappe aussi. Donc on a, pour cette raison-là, une extrême sensibilité de ce système-là du striatum à tout fragment d'information dans le milieu naturel. Et si vous vous baladez en forêt et que vous essayez de trouver des informations, vous allez voir que ça ne court pas les rues, ce n'est pas facile. C'est pour ça que notre striatum est devenu très très sensible à des informations très discrètes dans un milieu pauvre en informations. Ça a toujours été le garant de sa survie. Alors vous allez me dire, où est le problème ? En fait, il n'y a pas de problème. Ce système est génial. C'est notre passeport pour la survie. Et de fait, ça a été si bien réglé par l'évolution des êtres vivants que ça a permis à la chaîne d'évolution des vertébrés de toujours se poursuivre jusqu'à l'aboutissement, peut-être, de l'homme, l'arrivée de l'homme sur Terre, qui est toujours doté de ce système de survie qui a très très bien fonctionné pendant très longtemps. Donc on aurait tort de se plaindre. Alors, où est le problème ? Ben, le problème, c'est que la donne a changé. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, rapidement, la partie évoluée, entre guillemets, du cerveau d'Homo sapiens a commencé à prendre beaucoup d'importance depuis quelques dizaines de milliers d'années. Parce que ça a conféré à nos ancêtres Homo sapiens des avantages incroyables liés à l'intelligence, liés à l'abstraction, liés au langage. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à ce moment-là, ce cortex cérébral aux capacités d'intelligence hors du commun a commencé à faire des inventions fantastiques. Mais toutes ces inventions, comme on va le voir, n'ont jamais eu pour but et pour effet que de satisfaire les besoins du striatum. Parce que c'est le striatum qui a la dopamine. Et c'est lui qui vous donne de la dopamine si vous faites ce qu'il faut. Et donc le cortex a travaillé pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord ? Pour la première motivation, manger, eh ben on voit que depuis l'avènement de l'Homo sapiens, il y a 100 000 ans sur Terre, apparaissent des inventions. Ben oui, le cortex, il est intelligent, donc il invente quoi ? D'abord des pierres taillées pour découper la viande. Et puis ensuite des armes de jet pour tuer les animaux plus loin. Il faut déjà être malin pour inventer un arc, tailler des flèches. Et puis ensuite, l'invention de l'agriculture, l'invention de l'élevage. On met des enclos, on sélectionne les animaux, on les maîtrise. Et puis l'invention de la roue, toujours plus d'intelligence, l'invention de la charrue, l'agriculture. Et puis ensuite, le moteur à explosion, les moissonneuses-batteuses. Et puis on invente des engrais chimiques. Et puis ensuite des OGM. Toujours plus d'intelligence grâce à notre fantastique cortex cérébral, mais qui en fait ne fait que obéir au maître absolu qui est notre striatum, qui lui détient la dopamine. Et donc le cortex construit toujours plus d'intelligence pour produire, en l'occurrence, l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle qui produit avec des rendements toujours supérieurs. Le résultat, c'est que le striatum, souvenez-vous, qui lui n'a jamais été programmé pour se limiter. Souvenez-vous de l'image du mammouth. Lui, c'est un mort de faim depuis le début. Donc il tombe sur une production industrielle de denrées alimentaires, il ne sait pas s'arrêter. Il n'a pas été programmé pour ça. Le résultat, c'est la société de pléthore alimentaire dans laquelle nous vivons, avec l'épidémie mondiale d'obésité. Sur tous les continents, l'obésité est en progression. En 2019, pour la première fois, l'OMS nous annonçait qu'on meurt plus sur Terre des conséquences du surpoids ou de l'obésité que de la faim, statistiquement. On est passé d'une problématique de rareté qui a été la dominante pendant 99% du temps qu'on a passé sur Terre, à une problématique d'excès. Et notre cerveau profond ne sait pas gérer l'excès. Lui, il a été sélectionné pour gérer la rareté. Il est très bien fait pour ça. Mais depuis qu'il est dans une société de pléthore, là, il ne sait plus faire. Et donc, on bascule dans des espèces de cauchemars à grande échelle. Le deuxième grand besoin dont je vous parlais, oui, évidemment. Alors, quand même, on rappelle les chiffres. L'agriculture industrielle, c'est 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour revenir à cette logique, pourquoi notre cerveau aujourd'hui, si on ne le connaît pas assez, va nous emmener jusqu'à notre perte, c'est simplement qu'il
Il a été notre meilleur allié pendant très longtemps, mais depuis peu, il est en train de devenir notre pire ennemi. Alors, si on prend la deuxième grande motivation, d'avoir des rapports sexuels pour transmettre la vie, faire des copies de notre ADN. Tout ça, ça fonctionne très bien dans un milieu qui est celui du Paléolithique, où en fait nos ancêtres vivent dans des groupes d'environ une centaine d'individus, 100 ou 150 individus. Là, le fait d'avoir le plus de rapports sexuels possible avec vos partenaires, ça ne porte pas préjudice à la planète. Hein. C'est quand même une poignée d'individus qui, en plus, vivent dans des sociétés hiérarchisées où tout le monde ne peut pas se reproduire avec tout le monde. Parfois, il faut se battre avec le chef pour avoir une chance avec une femelle. C'est pas simple. Donc, le striatum, lui, il ronge son frein pendant tout ce temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec le développement du cortex cérébral à l'ère moderne, chez Homo sapiens? Le cortex cérébral, il invente plein de choses géniales. Il invente, par exemple, des sites de rencontres. Et puis, il invente des sites pornographiques. Et puis là, l'offre de sexe devient pléthorique. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que l'humanité consomme 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Le porno dans l'industrie du numérique représente en masse de données véhiculées à peu près un tiers de la donnée. C'est gigantesque parce que c'est de la vidéo, parce que c'est lourd, parce que c'est de la haute définition. Et aujourd'hui, le secteur du numérique a dépassé le secteur aérien en émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qui n'était qu'un mécanisme de transmission de la vie qui nous a été salutaire pendant bien longtemps devient aujourd'hui encore une pièce qu'on met dans la machine pour creuser notre tombe un peu plus profond. Tout ça à cause de ce petit striatum. Alors, on prend la troisième grande motivation, le statut social, le besoin d'être important dans un groupe. Si on se replace de nouveau dans les temps anciens, vouloir détrôner le chef pour avoir plus de pouvoir dans son petit groupe d'hominidés, là encore, ça ne portait pas forcément atteinte à l'avenir de notre planète et des écosystèmes. Mais avec l'arrivée du cortex cérébral, là encore, tout change. Qu'est-ce qu'il invente, le cortex? Il invente Internet, par exemple, et les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez tous les jours 2 à 3 milliards de personnes qui se connectent sur des sites, notamment en grande partie des sites qu'on appelle statutaires, sur lesquels il est possible d'acquérir un statut social virtuel. Donc ça passe notamment par des likes. Et aujourd'hui, on voit très bien quand on fait des expériences d'imagerie cérébrale, où on fait jouer à des gens à des jeux qui ressemblent un petit peu à des sites statutaires type Facebook. Quand ils gagnent des likes, le striatum s'allume. Ah oui, dopamine, statut social. Même si c'est virtuel, ça marche. Par contre, s'ils perdent des likes, alors le striatum s'éteint, plus de dopamine, c'est insupportable. C'est exactement comme un toxicomane en manque. C'est exactement les mêmes circuits. Donc il faut absolument y retourner. Donc on retourne sur le réseau social, on s'y connecte tous les jours, on s'y connecte à toutes les heures du jour et de la nuit, et parce qu'il faut absolument arriver à poster, arriver à récupérer des likes, de la visibilité, du statut. Le sentiment de vivre quelque part en dépend à cause de cette dopamine. Mais il n'y a pas qu'Internet. Je veux dire, le cortex cérébral, avant Internet, a inventé plein d'autres choses pour véhiculer du statut social. La première chose, c'est la voiture. Au XXe siècle, la voiture, c'est le statut social. Il y a eu des campagnes de stimulation en fait, de la consommation d'automobiles au début du XXe siècle, dans les années 20, quand les chaînes de production automobile commençaient à s'engorger aux États-Unis, qu'on ne savait plus comment vendre des automobiles aux Américains parce qu'ils en avaient tous une déjà. Eh bien, l'audit qui a été commandé par le gouvernement de l'époque a fait apparaître qu'en fait, il suffisait de leur dire « Ah oui, mais est-ce que vous avez une voiture de plus que le voisin ?» Alors là, tout le monde a dit « Ah oui, non, il me faut une voiture de plus que le voisin. » Et donc, c'est reparti. Et là, c'est intéressant de lire le rapport textuel qui... Les personnes qui ont été chargées de cette enquête pour le président de l'époque, le président Hoover, ont déclaré noir sur blanc, on vient de découvrir que les désirs humains sont insatiables, ça ouvre des perspectives de croissance infinie. Voilà, c'est effectivement ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait des expériences d'imagerie cérébrale où on montre des voitures de sport à des personnes, je précise qu'en général ce sont des hommes, dans des scanners d'imagerie cérébrale. Et effectivement, le simple fait de voir une voiture qui véhicule une impression de statut social provoque l'allumage du striatum et la libération de dopamine. Donc ça, c'est très très mécanique. Et le commerce à très très grande échelle, toutes les branches du commerce qui sont en pleine expansion tablent là-dessus, que ce soit évidemment les réseaux sociaux, la voiture avec l'envol des SUV, qui sont la caricature en fait de l'instrument de statut social, puisque physiquement on est au-dessus des autres, mais également, prenez les nouveaux modèles de smartphones qu'on vous fait miroiter tous les ans, au point que c'est presque un automatisme d'aller chercher la nouvelle gamme toujours, c'est aussi ça. C'est avoir le modèle un peu au-dessus du collègue. Et c'est du prestige, ça va nourrir toute l'industrie aussi du luxe, des produits griffés, les sacs à main, les chaussures. C'est une
question d'apparence pour s'afficher aussi vis-à-vis des autres. L'être humain est un être social, mais c'est un être de comparaison sociale. Et celui qui compare, c'est le striatum. Notre quatrième grand besoin, évidemment, on revient voilà, à la loi du moindre effort. Celle-là, elle est aussi très puissante. Je reprends la situation de notre petit Homo erectus qui a bien mangé son mammouth et qui s'est reproduit et qui est le chef mais qui a envie de se reposer. Voilà, il a ces petits neurones à dopamine qui s'allument. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, quand notre striatum a le choix entre, en hiver, sous la pluie, aller en vélo au travail ou s'asseoir sur des sièges confortables en cuir, puis allumer la climatisation, mettre une jolie petite musique, faire vrombir le moteur, lui, moindre effort, confort très important, il va nous porter à faire ça. Alors je ne dis pas que c'est insurmontable, mais lui, il va nous dire de faire ça. Et puis lui, il va nous dire aussi, si tu as moyen d'actionner tes volets à distance sans même te lever, ou voire de vérifier l'ouverture de tes persiennes de ta résidence secondaire à Bali, simplement en appuyant sur une touche de ton clavier sur Internet, grâce à la domotique, grâce à tous ces objets connectés, lui, il est content. Si on lui dit, maintenant, tu peux avoir un assistant vocal, où tu n'auras plus qu'à murmurer tes désirs pour qu'ils soient réalisés, sans même que tu ailles taper sur les touches d'un clavier, ben lui, il est content. Toujours moins d'efforts. Alors évidemment, quand même, la technique pondue par notre cortex cérébral a permis de soulager l'effort, notamment des femmes à la moitié du XXe siècle, à travers l'électroménager, ce qui a permis d'ouvrir des débouchés de carrière et de réalisation un petit peu différentes de ce qu'était la condition des femmes auparavant. Mais le problème, c'est que ce système ne sait pas où s'arrêter. Qu'aujourd'hui, aller à l'autre bout du monde pour des sommes dérisoires, c'est encouragé, c'est facilité. Et moi, ce que je trouve très drôle, c'est de voir que même quand on veut faire des efforts, le striatum trouve toujours moyen de trouver son bonheur. Alors, on va en venir la dernière grande motivation avant de savoir ce qu'on peut faire de tout ça, comment s'en sortir. La dernière grande motivation, c'est l'information. De comprendre comment est-ce qu'on est arrivé dans une société où l'information est devenue tellement pléthorique qu'elle nous étouffe. Je reviens à la situation de base. Celle qui a configuré notre striatum et notre cerveau, c'est la nécessité de détecter de l'information pour survivre. Donc un système très sensible à des informations discrètes. Bon, c'est ça, à la base. Et on se rappelle l'histoire. L'histoire, c'est le cortex cérébral qui arrive sur la scène ensuite, qui se développe, qui produit des outils technologiques toujours plus perfectionnés, et notamment des outils d'information qui vont remplir notre univers, des enseignes lumineuses, notre monde saturé d'informations. Au travail, des alertes email qui nous interrompent en plein travail. Dans notre poche, des micro-ordinateurs, en fait, des smartphones qui nous proposent des fils d'information continue, des fils Twitter, des chaînes d'infos continues, des notifications. C'est de l'information en boucle. Et notre striatum, lui, qui libère de la dopamine à chaque fois qu'il a accès à une information, ne sait pas s'arrêter. Donc on se retrouve simplement à sortir nos téléphones sans arrêt. On ne peut pas résister à l'attrait de ces écrans. Parce qu'ils nous proposent toujours un contenu qui est renouvelé, à grande vitesse. Et plus on renouvelle, plus on fait libérer de la dopamine, parce que c'est une information nouvelle. Alors évidemment, il y a les bouquets télé, il y a l'offre pléthorique de la presse. Tout ça forme un monde de surinformation qui a donné lieu à un néologisme, infobésité. Un terme qui a été créé pour l'équivalent dans le domaine de l'information de l'obésité dans le domaine de l'alimentation. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous qui ne peut pas résister à l'attrait de l'information et qui fait qu'on en ingurgite exactement comme on ingurgite du fast-food et qu'à la fin, on ne sait même plus ce qu'on a lu ou ce qu'on a vu parce que le striatum ne réfléchit pas. Il nous fait ingurgiter au sens propre, mais notre capacité d'analyse parfois n'est même pas au rendez-vous. Donc, ça aboutit évidemment à cette société-là. Où beaucoup de gens vivent comme hypnotisés en fait, par ces machines que nous avons nous-mêmes créées qui s'adressent à la partie la plus pulsionnelle de notre cerveau. Alors, que faire avec tout ça? On pourrait se dire, maintenant que nous sommes avertis de ces mécanismes cérébraux profonds, nous pourrions tout simplement décider de ne plus céder, de dire, très bien, j'ai une espèce de petit alien dans ma tête qui me pousse à consommer toujours plus, eh bien, non. Moi, je vais m'en tenir à ce que j'ai et je n'ai pas besoin de chercher toujours le nouveau smartphone, la nouvelle voiture, de toujours vouloir gagner plus, m'élever au-dessus des autres. Mais le problème, c'est que vous pouvez essayer de faire ça. Certains y arriveront peut-être, mais à la base, vous avez quand même ce petit diable dans votre tête, votre petit striatum, qui lui fonctionne d'après un principe qui s'appelle l'habituation hédonique. L'habituation hédonique, ça veut dire l'habituation du plaisir.
Et ce que ça signifie, c'est que lorsque vous avez un petit shoot de dopamine, par exemple, en ayant quelques likes, en vous connectant, en faisant des posts sympas, vous avez des likes qui arrivent, vous avez un petit shoot de dopamine. Mais le lendemain, donc il est là, petit shoot de dopamine. Le lendemain, si vous retournez devant votre ordi et que vous avez toujours le même nombre de likes, la dopamine commence à baisser. Et puis, une semaine après, si le nombre de likes n'a pas bougé, elle baisse quand même très dangereusement. Puis 2 semaines après, il n'y en a plus du tout, et même ça passe en négatif. Bon. Et là, on se sent très très mal. Ce qui se passe, c'est que les cellules nerveuses du striatum, les neurones dopaminergiques qui libèrent de la dopamine, ont pour principe de fonctionnement de diminuer la libération de dopamine quand le niveau de stimulation reste le même. Donc si on a trop longtemps le même salaire, trop longtemps le même smartphone, trop longtemps la même voiture, trop longtemps le même partenaire sexuel, pour certains, eh bien plus de dopamine. Et donc là, le seul moyen de relancer la machine à dopamine, à ce moment-là, ça va être d'augmenter les doses. Et donc c'est un principe de croissance biochimique au cœur de nos cerveaux, qui est à l'œuvre depuis les origines en fait, mais autour duquel on a créé un univers fondé sur la croissance matérielle et économique, parce que le système politique, économique et financier que les humains ont construit répond aux besoins du striatum, qui lui était là bien avant tout ça. Et il faut comprendre que ce n'est pas tout mal, tout bien, tout mal, c'est que c'est ce qui a fait d'Homo sapiens une espèce conquérante. Le cerveau humain, avec ce striatum qui se lasse facilement, qui a besoin de toujours plus, c'est un cerveau qui veut aller toujours plus loin, qui veut conquérir, qui a conquis des nouveaux territoires, qui a migré, qui a inventé des nouveaux outils, qui a parfois voulu aller vers d'autres planètes, qui malheureusement, dans sa logique de conquête, a tout envahi, a souvent exterminé des espèces sur son chemin, mais qui est un système conquérant. L'espèce humaine est une espèce invasive à cause de ce principe-là. Et le problème, c'est qu'on se heurte à une donnée nouvelle que, évidemment, les Homo erectus n'avaient absolument pas prévue, vu qu'ils n'imaginaient même pas ce que c'était qu'une planète, et encore moins qu'elle pouvait être ronde, et encore moins qu'elle pouvait être finie. C'est que la limite est là. Donc on est au monde avec un cerveau qui fonctionne d'après le principe du no limit, voilà, de la croissance sans limite, mais on vit dans un monde qui a des limites. Et aujourd'hui, elles sont atteintes, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut dire, on va secouer les consciences. Et c'est ce qu'on fait. Les rapports du GIEC vous disent, dans 30 ans, il fera 50 degrés à Paris tous les étés. Dans 50 ans, il y aura 1 milliard de migrants climatiques. Alors quand on voit déjà ce que produisent des petits conflits frontaliers entre la Russie et l'Ukraine pour accès à je ne sais pas quoi, imaginez quand ça va être pour des pénuries globales à l'échelle de la planète. Alors on peut mettre ça devant le nez des gens, on peut leur dire dans 30, 40, 50 ans, c'est ça qui se passe. Parce que c'est de la projection précise. Hein, la climatologie, il y a des fourchettes, on sait qu'on n'en dévie pas, on va se retrouver dedans. Et là on peut se dire, la conscience du futur va modifier les comportements maintenant, tout de suite. Ouais, c'est ce qu'on se dit, mais non en fait. Parce que là, on tombe sur un autre piège du striatum, hein, vous allez finir par le détester, mais on va tricher avec lui après, vous allez voir. C'est sa caractéristique fondamentale, c'est qu'il n'a pas la notion du temps. Le striatum, lui, n'a aucune idée de ce que c'est que le futur. C'est quelqu'un dont l'horizon se borne au présent. Il va se jeter sur des gratifications quand elles sont à portée de main, tout de suite. Et ça, on le voit à travers des expériences qui ont été imaginées déjà il y a quelques décennies par un psychologue qui s'appelle Walter Mischel, et que certains connaissent peut-être, qui s'appelle l'expérience du marshmallow. L'expérience du marshmallow consiste à faire venir, au départ c'était fait avec des enfants dans un laboratoire, et à leur donner le choix entre avoir un marshmallow tout de suite ou attendre 3 minutes pour en avoir 2. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien on voit le gamin qui est pris entre une tentation, voilà. Il y a son cortex cérébral qui dit non, non, résiste, résiste, et puis son striatum qui dit non, mange tout de suite, ça a l'air tellement bon. Alors il y a ce bras de fer qui s'institue dans son cerveau. Et puis il y en a qui vraiment résistent. Lui, par exemple, il a un cortex cérébral bien développé, mais dans cette expérience, quand même, on a à peu près 80% des enfants qui, eux, ne résistent pas. Donc le striatum prend le dessus. Lui, il est attiré par le marshmallow tout de suite.
si on leur promet 2 plus tard, aucun intérêt. Alors, on voit qu'on va s'attarder sur le candidat successful, chose promise, chose due. Donc l'expérimentatrice revient et dit c'est bien, tu as résisté et tu vas donc avoir la récompense promise, tu as droit avec tes 2 marshmallows. Et là, quand on voit ça, on se dit mais voilà, c'est lui l'avenir de l'humanité. Non, à la fin, le striatum gagne toujours. C'est comme l'adage sur le football. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait des expériences aussi sur des adultes. On ne le fait pas avec des marshmallows, mais avec des sommes d'argent. Et c'est exactement le même phénomène qui est observé, qu'on appelle la dévalorisation temporelle. C'est que plus une récompense est éloignée dans le temps, moins elle est prise en considération par notre cerveau. Parce que le striatum, lui, ne voit que l'instant présent. Et donc, c'est ce qui se passe un petit peu. C'est qu'on se dit... ok, j'arrête de prendre l'avion, j'arrête de manger de la viande rouge, mais quand même c'est tellement appétissant. Allez, une dernière côte de bœuf et puis tant pis, après j'arrête. C'est exactement ça qui se passe. Notre cerveau n'est pas fait pour ajuster notre action maintenant avec la force de l'émotion sur les enjeux intellectuels futurs. C'est là aussi qu'il y a un bug, que ces 2 parties de ce cerveau ne se parlent pas suffisamment. Et les conséquences de ça, elles sont quasiment infinies parce que si vous réfléchissez, tout accélère autour de nous. C'est le phénomène de l'accélération sociale, l'accélération des rythmes de vie, qui a été documenté par un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa, qui résulte en fait de ce phénomène. C'est-à-dire que comme notre striatum veut tout de suite, et que notre cortex cérébral est capable de créer des technologies qui vont toujours plus vite, prenez par exemple des services de livraison à domicile dans la journée, le striatum, lui, s'habitue à avoir tout très rapidement. Et donc, il va se tourner vers les offres commerciales qui proposent tout très rapidement. Et de ce fait, toute l'offre technologique va être poussée par ce jeu de l'offre et de la demande à développer la vitesse de plus en plus. Et ce qu'on voit, c'est l'augmentation de la vitesse dans tous les domaines de la technologie, que ce soit la vitesse des connexions Internet, que ce soit même les prises de part de marché des plats tout préparés qui permettent de se faire à manger en 45 secondes avec le micro-ondes plutôt que de passer 2 heures dans sa cuisine à faire une bonne popote. Non, voilà, on veut toujours plus vite. La vitesse de computation des ordinateurs, en croissance inéluctable depuis les origines, la vitesse des trains à grande vitesse également. On veut toujours plus vite. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là? Est-ce que vous voyez ici? C'est notre petit striatum ici. Voilà. À l'avant du cerveau, vous avez ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui, lui, peut essayer de faire des efforts pour patienter, pour ne pas céder à l'attrait de l'instantanéité. Et vous avez entre les deux donc des fibres ici cérébrales qui permettent donc au cortex de dire au striatum de patienter. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que quand on propose des services toujours plus instantanés, toujours plus rapides, on n'a plus besoin de patienter. Et donc ce qu'on voit en IRM, c'est que ces fibres cérébrales ont tendance à s'atrophier, elles deviennent de plus en plus faibles. Et donc le cortex cérébral a de moins en moins de pouvoir sur le striatum. Donc on devient de plus en plus impatient. Donc on va se tourner de plus en plus vers des offres commerciales toujours plus rapides. Celles-ci vont envahir le marché, et donc on va avoir de moins en moins tendance à attendre. Les fibres s'amenuisent de plus en plus, et à l'arrivée, ça forme des cerveaux impatients, que j'appellerais presque des cerveaux incontinents. Et c'est dramatique, parce que ce qu'il nous faudrait au contraire, pour prendre en compte les enjeux futurs, c'est au contraire des cerveaux capables de patienter, capables de résister à tout ce qui est facile, à tout ce qui est instantané. Or, tout est fait dans le sens contraire. Ça, c'est un énorme problème auquel il faudra s'attaquer. Alors, voilà tous les obstacles. Voilà tous les freins à l'intérieur de notre cerveau qu'il faudrait surmonter pour arriver donc, finalement à adopter des comportements cohérents vis-à-vis du futur de nos générations. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Il faut évidemment tenir compte de tout ça, de cette connaissance, pour mettre en place ce que j'appelle une nouvelle économie cérébrale. Et une économie fondée sur une valeur, une monnaie, qui est la dopamine. Parce que sans dopamine, on voit très bien que l'action est impossible. Tout est gouverné par cette molécule-là. Si je dis ça, c'est que y a des gens parfois qui me disent « Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas le striatum? Tout simplement, il n'y aurait plus de problème. » Bon. Une opération, hop là, neurochirurgicale, plus de striatum, et puis on devient tous des sages avec des grandes toges qui philosophent et qui n'ont plus aucune envie de smartphone. Bon. Le problème, c'est que quand ça arrive, et ça arrive pour des raisons, à cause de traumatismes, d'accidents vasculaires cérébraux ou de traumatismes crâniens dans des accidents, vous avez des personnes dont le striatum est détruit ou abîmé. Et ce qu'on voit, ce sont des gens qui
qui sont très très particuliers, hein. C'est très bizarre de voir une personne comme ça, qui n'ont plus envie de rien. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre devant un verre d'eau, même s'ils n'ont pas bu toute la journée, ils vont le regarder, mais jamais ils pourront se dire « maintenant, j'ai envie de boire ». On leur apporte leur plateau repas à l'hôpital, devant eux, peut revenir le soir, ils n'y ont pas touché. Et ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ça, parce que si on leur met la nourriture dans la bouche, qu'on leur demande « est-ce que vous aimez ça ?», ils disent « oui, c'est très bon ». Mais la capacité à transformer le désir en action n'existe plus. C'est ça que fait la dopamine. Et donc sans striatum, on ne peut pas vivre. Donc la question, ce n'est pas d'enlever la dopamine, c'est de savoir comment l'obtenir d'une façon qui ne soit pas destructrice pour nous et pour la planète. Alors il y a des pistes pour ça. La première, c'est d'introduire dans l'équation un paramètre dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la conscience. Parce que pour l'instant, je vous ai parlé de ce que fait le cortex cérébral, qui est de produire de l'intelligence humaine. En fait, l'intelligence, on l'utilise principalement pour fabriquer plein d'instruments qui nous facilitent la vie. Mais le cortex cérébral peut produire une autre dynamique mentale qui est la conscience. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'être présent à ce qu'on fait quand on le fait. Par exemple, quand vous mangez. Manger en pleine conscience, ça veut dire non pas ingurgiter de façon mécanique de la nourriture en boucle sans se rendre compte de ce qu'on mange, mais fermer les yeux, éteindre les écrans et savourer. C'est-à-dire vraiment détailler les saveurs. Parce qu'à ce moment-là, la dopamine commence à couler même avec beaucoup moins de nourriture. Ce qui se passe, vous pouvez vous en rendre compte par exemple si vous mangez devant votre télévision ou devant votre smartphone. Les études montrent qu'à ce moment-là, on consomme entre 40 et 60% de calories en plus. Pourquoi ? En fait, quand notre attention et notre conscience est déviée vers l'écran, elle est plus disponible en fait, pour les saveurs. Et donc on compense le manque de sensation par de la quantité. Et on se met à manger beaucoup plus. Et au contraire, si on coupe toutes les distractions, à ce moment-là, la conscience peut se focaliser beaucoup plus sur ce qui se passe au moment où on le fait, et en l'occurrence le fait de manger. Donc mettre des mots sur ce qu'on ressent, prendre le temps de mastiquer davantage. Et là, à ce moment-là, le côté qualitatif de l'alimentation va prendre le dessus. Et de fait, la dopamine, à ce moment-là, peut se mettre à couler dans le striatum, puis dans tout le reste du cerveau, avec un degré de stimulation qui, en termes de quantité, est moindre. Donc ça, c'est absolument essentiel, et ça fonctionne, parce qu'il y a des groupes, par exemple, de prise en charge de l'obésité, de l'alimentation compulsive, hein, de personnes qui n'arrivent pas à contrôler leur alimentation, des groupes de travail qui consistent simplement à prendre un petit grain de raisin sec dans un bol d'apéritif, à prendre le temps de le regarder, de le mettre dans la bouche, de ne pas l'avaler tout de suite, et de tenir comme ça pendant un quart d'heure, en voyant tout ce qu'on peut faire surgir comme sensation de pur plaisir à partir de ça. Et là, on se rend compte que le plaisir, ce n'est pas forcément la quantité. Et si on revient à l'origine même de l'hédonisme épicurien, ce n'était pas les orgies, hein, Épicure, c'était savoir, percevoir le bonheur de l'instant présent, carpe diem, en étant présent à ce qu'on fait justement. Et c'est ce que notre société aujourd'hui nous empêche de faire en nous poussant à aller toujours plus vite et à augmenter les doses. Parce que quand vous êtes dans une logique d'augmentation des doses, vous n'êtes jamais satisfait. Il y a le phénomène d'habituation hédonique qui intervient et à peine un besoin est-il satisfait que le suivant est déjà entrevu. Donc au contraire, la pleine conscience. Aujourd'hui, la pleine conscience, ça prend la forme notamment de ce grand courant aujourd'hui de la méditation de pleine conscience qui est vraiment un phénomène de société, de civilisation même. Ça vient nourrir ce besoin-là. Et c'est une voie efficace pour obtenir de la dopamine en diminuant en fait l'intensité de la stimulation. C'est très très important, mais c'est une démarche individuelle évidemment qui suppose une discipline et qui suppose du temps. Or, nous avons de moins en moins de temps à cause du phénomène d'accélération dont je vous parlais. Donc ça pose aussi la question, pas seulement en termes de discipline individuelle, mais d'organisation sociale et d'organisation du travail, des rythmes de vie en général. Deuxième piste, pour tricher avec notre dopamine, c'est la connaissance elle-même, puisqu'on a des études de l'Université de Californie qui datent de maintenant 5 ans, qui montrent que le simple attrait pour la connaissance, la curiosité, et ça a été fait d'abord avec des enfants, puis avec des jeunes, puis avec des adultes, par exemple, emmener un enfant dans la forêt, lui apprendre le nom des arbres, lui apprendre à reconnaître les espèces végétales, nommer les étoiles, ou aller au musée, ouvrir une encyclopédie, tout ça c'est le pur attrait pour la connaissance. Et on se rend compte qu'après une vingtaine de minutes, ça provoque la libération de dopamine dans le striatum là, puis dans une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui sert à engranger nos souvenirs. Et donc ça va ensuite diffuser dans tous les centres de la mémoire, c'est bien qu'ensuite on repart en plus avec des connaissances qu'on a acquises sur le monde. Ce n'est pas juste du plaisir pour du plaisir, c'est un plaisir qui nous grandit, qui nous enrichit. Donc ça marche très très bien. Hein.
Il y a un côté de pure dopamine dans la transmission de la connaissance. Simplement, le point clé, c'est que ça se produit non pas en une seconde en appuyant sur un bouton de jeu vidéo ou sur une vidéo YouTube, mais qu'il faut quand même arriver à se concentrer pendant 15-20 minutes devant quelqu'un qui parle, devant quelqu'un qui vous explique les choses. Ça peut être un professeur aussi. On a de plus en plus de mal, les études le montrent sur les enfants en classe, à tenir plus de 5, 6, 7, 8 minutes d'attention soutenue sur un support qui ne fait pas bing-bing et puis avec des vidéos partout. Donc l'enjeu, c'est là, c'est de nouveau aussi une bataille du temps et de l'attention. Mais en tout cas, la possibilité existe. Puis la troisième façon d'avoir de la dopamine, une façon qui ne soit pas destructrice, c'est l'altruisme. Et pourquoi je parle de l'altruisme? C'est que ce n'est pas une idée en l'air. Là encore, il y a un glissement qui est en train de se produire aujourd'hui de ce qui était la philosophie vers ce qui est la physiologie. C'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui, grâce à des expériences d'imagerie cérébrale, que l'acte altruiste produit la libération de dopamine, et donc un plaisir biochimique. Ce n'est pas forcément couplé à un sacrifice ou à quelque chose de doloriste, mais que ça peut être un véritable plaisir. Qu'est-ce qui se passe dans ces expériences? Elles sont intéressantes parce qu'elles étaient menées il y a 3 ans maintenant à Zurich, à l'université, et elles consistaient à faire venir des gens en laboratoire et on leur donnait une somme d'argent en leur disant maintenant, vous faites tout ce que vous voulez avec cet argent. Soit vous repartez avec, soit vous en donnez une partie à quelqu'un qui est dans une pièce à côté, que vous ne reverrez jamais, donc vous n'aurez même pas le plaisir de la gratitude dans ses yeux. C'est un acte altruiste pur. Bon. Alors les gens s'attendaient, les scientifiques s'attendaient à ce qu'il y ait très très peu d'actes d'altruisme pur. Et effectivement, il y a eu assez peu d'actes d'altruisme pur du côté de la population masculine des participants. Puisqu'il y avait quand même plus de 70% des hommes qui disaient bah, « j'ai de l'argent, c'est super, je vais rentrer ». Ils prennent l'argent et puis ils repartent et puis ils ont de la dopamine dans le striatum. Bon. Par contre, il y avait 2/3 des femmes dans cette expérience qui choisissaient de donner une partie de la somme à un inconnu. Voilà. Et qui, c'est ça le fait important, avaient aussi libération de dopamine dans leur striatum. Donc ça, c'était quand même une découverte qui a pas mal secoué le monde de la recherche, parce qu'on se disait, pourquoi il y a un plaisir comme ça à donner, alors que ce n'est pas forcément avantageux en termes évolutifs, et puis pourquoi les femmes et pas les hommes? Alors, il y en a qui commençaient à dire, bah, c'est normal, parce que les femmes, en fait, du fait que depuis des millions d'années, elles donnent la vie, elles doivent s'occuper d'un enfant, bah, si elles n'ont pas la capacité de donner, bah, l'espèce serait menacée. C'était une piste d'explication, mais la base biologique était un petit peu difficile à soutenir. En revanche, il y a des études sociologiques très intéressantes qui montraient que, en fait, les filles et les garçons, on le sait, dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui encore, pratiquement, dans des sociétés patriarcales, elles ne sont pas éduquées de la même façon, c'est de l'éducation genrée, et notamment, les enfants ne sont pas valorisés de la même façon. En l'occurrence, une petite fille qui rentre de l'école et qui dit « Ah, ma petite copine, elle avait oublié son goûter, je lui ai donné le mien, ou elle s'était fait mal, j'ai porté son cartable », tous les actes altruistes, ils vont être récompensés. C'est-à-dire que la famille, l'entourage, va dire « Mais c'est très très bien, tu as très bien fait ». Et par contre, le petit garçon qui fait de même, on lui dit « Fais gaffe quand même parce que tu vas te faire marcher sur les pieds, la vie c'est pas facile, il faut être compétitif ». Et donc ce qu'on voit, c'est que dans un cas, on va valoriser un individu depuis qu'il est tout petit en fonction de ses comportements altruistes, et dans l'autre cas, on va le valoriser en fonction de comportements de compétition et de concurrence. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la valorisation sociale, le statut qu'on donne à un être humain depuis qu'il est tout petit, c'est quand même, c'est la troisième grande motivation du striatum, c'est peut-être la plus puissante, c'est celle qui drive toute l'économie aujourd'hui. Et en fait, sans le savoir, on éduque les striatums des petites filles à libérer de la dopamine en réponse à un statut social via l'altruisme, et on éduque les striatums des petits garçons à libérer de la dopamine en réponse à des comportements compétitifs. Ce que ça montre, c'est que c'est plastique ce système, c'est pas figé, et que ça dépend de la norme sociale. Une norme sociale qui valorise l'altruisme de façon transversale dans la société peut remodeler les striatums des petits garçons et des petites filles et des hommes et des femmes. Simplement, il faut que ce soit une norme, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit appliquée de façon transversale dans la société, à la fois dans la famille, à la fois dans le milieu de l'éducation, à la fois dans les médias, à la fois dans le discours public. Une norme, c'est vraiment quelque chose qui imprègne toute la société. On ne l'a pas aujourd'hui. On l'a peut-être de façon un petit peu idéalisée, dans le politiquement correct, et c'est bien d'être altruiste, mais quand on regarde ce qui sert à valoriser les individus, ça reste quand même la réussite personnelle. Donc là, il y a une vraie question. Mais en tout cas, sur le papier, notre biologie cérébrale nous autorise à recabler notre cerveau et à faire s'écouler de la dopamine vers l'altruisme. Ces expériences le prouvent. En tout cas, donc là, il y a un travail à le faire. Alors voilà 3 pistes pour obtenir de la dopamine d'une façon intelligente. Alors malheureusement, ces 3 pistes-là, aujourd'hui, elles n'ont pas réussi à changer le monde. Et le monde continue à aller dans une direction qui en inquiète beaucoup et qui produit des crises de vie. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, de l'éco-anxiété.
vous avez 40% des jeunes de 18 à 25 ans qui se disent éco-anxieux, c'est-à-dire vraiment profondément angoissés à l'idée du monde qui arrive, avec des crises qu'on appelle des crises de stress pré-traumatiques, c'est-à-dire un traumatisme par anticipation de ce qui va arriver. Il y a une grande partie de la société qui a l'impression de vivre dans la contradiction que je vous décrivais tout à l'heure, dans le non-sens, c'est dire mais qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert de continuer comme ça, aller au travail le matin, si c'est pour que notre planète soit détruite et qu'on aille vers des guerres et vers des pénuries dans quelques décennies? Donc là, il y a une crise de sens, une crise de cohérence qui est en train de se faire jour. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler maintenant du sens, la question du sens, si on a encore un petit peu de temps. Parce que notre cerveau, il est composé de la partie extérieure que j'appelle le cortex, là, et le striatum tout au centre. Mais ce ne sont pas les deux seules structures cérébrales. Il y a notamment une zone du cerveau qui se situe ici, dans la partie rouge, là, qui est en fait entre le striatum, qui se situe là, et la partie la plus externe du cortex cérébral, et qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et ce cortex singulaire antérieur, des expériences de neurobiologie, datant maintenant d'à peu près une dizaine d'années, ont accumulé des preuves montrant que sa fonction première, c'est de détecter du sens dans nos actions, du sens dans nos relations sociales et du sens dans la façon dont on peut interpréter le monde autour de nous. Ce sont les trois piliers du sens, en tout cas dans cette branche des neurosciences qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences existentielles, les neurosciences qui s'occupent des réactions du cerveau face aux grandes questions liées à l'existence. Les trois plans du sens qui en ressortent, c'est un sens individuel. Et le sens individuel, c'est la façon dont j'accorde mes convictions et mes actes. J'arrive à aligner ma façon de m'engager concrètement dans le monde avec mes convictions profondes et ce que je sais sur l'état du monde. Donc c'est une cohérence interne, ça c'est le sens interne. Le deuxième grand pilier du sens, ça va être le sens collectif. Et là, c'est la cohérence que je trouve dans mes rapports avec autrui et notamment la capacité d'une société à se doter de codes de vie en commun, des codes déchiffrables, qui permettent de se reposer sur un socle de valeurs communes pour savoir dans quel sens on va tous ensemble. Et notre cortex singulaire antérieur, cette partie du cerveau dont je vous parle, est très sensible aussi à la présence de ces codes d'interprétation d'autrui, que ce soit des textes de loi, que ce soit des référents culturels, que ce soit des référents religieux, en tout cas quelque chose d'homogène qui permet d'interpréter le comportement des individus les uns avec les autres. Et le troisième grand pilier du sens, c'est le fait d'être doté d'une vision du monde. Autrefois, les visions du monde, c'était les mythes des origines, c'était les cosmogonies, c'était les tables de la loi, des choses comme ça qui structuraient en fait l'univers dans lequel l'homme vivait, où il avait la sensation que les choses obéissaient à un certain ordre et à une certaine logique. Et ça, cette partie du cerveau y est très sensible. On va aller un peu plus en détail là-dedans. Si on revient au sens individuel, il y a eu un sondage qui est paru en 2021 montrant que plus d'un Français sur deux vivait un conflit de valeurs au travail. Qu'est-ce que ça veut dire un conflit de valeurs au travail? C'est ce sentiment qui est décrit dans les entretiens de vivre une contradiction entre ce qu'on fait et ce qu'on sait. Ce sont des gens, par exemple, qui travaillent dans des entreprises, des grandes multinationales, d'exploitation pétrolifère, de fabrication de bouteilles plastiques, et qui rentrent chez eux et qui voient à la télévision le 7e continent, les films de plastique qui se disposent au fond des océans, l'érosion de 60% de la biodiversité en 50 ans, les forages de pétrole dans l'Arctique, les calottes arctiques qui fondent, qui vont permettre aux méthaniers d'emprunter la route du Nord en été, maintenant sans qu'il y ait de glace pour les empêcher, ce qui va amplifier le phénomène, qui voit tout ça et qui retourne au travail, qui voit ça, qui retourne au travail. Donc il y a deux représentations mentales qui coexistent dans un même cerveau, qui sont contradictoires. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que ce cortex singulaire, à ce moment-là, tire une sonnette d'alarme. Il s'enflamme, il envoie des décharges neuronales très puissantes et il libère à ce moment-là des hormones du stress qui sont le cortisol, la noradrénaline, qui produisent un état de tension intérieure, qui peut durer de façon chronique si la personne reste à ce poste-là et dans cette contradiction. La phase d'après, c'est du burn-out, après c'est la dépression et pour certains, c'est le suicide. Parce qu'en fait, notre cerveau n'est pas fait pour vivre dans l'incohérence interne. Il en résulte ce qu'on appelait depuis les années 50, les travaux de Léon Festinger, qui est le premier à analyser ça, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est j'ai l'impression d'être habité par deux choses qui ne vont pas ensemble. Le cortex singulaire antérieur nous le signale par un état de stress. Et il y a deux façons de sortir de la dissonance cognitive pour retrouver une harmonie interne, pour retrouver un sens à son action finalement, à son engagement quotidien. C'est soit de changer les actes, soit de changer le discours. Et ce qu'a montré Festinger, et ce qui est corroboré aujourd'hui par les études de neuroimagerie,
c'est que dans la majorité des cas, il est plus facile de changer le discours que les actes. C'est-à-dire que les gens, par exemple, le gars qui va au travail, il va dire ben non, finalement, le réchauffement climatique, c'est pas si grave, c'est pas d'origine humaine, ou on trouvera des solutions technologiques, ou c'est un complot. Parce que comme ça, il peut vivre en accord avec lui-même. Il dit en fait, il n'y a pas de problème, donc je peux continuer à aller dans mon entreprise de bouteilles plastiques. Donc ça, c'est la première façon de résoudre la dissonance cognitive. Et à ce moment-là, le cortex singulaire antérieur s'éteint, et tout va bien, il n'y a plus de cortisol, plus de noradrénaline, et la personne peut vivre heureuse. Donc ça, c'est les mécanismes de déni qui sont si puissants. Je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up, là, qui montre le déni au niveau politique. C'est ça qui se passe dans le cortex singulaire de la présidente, c'est ça. La dissonance cognitive est absolument insupportable pour un être humain. L'autre façon d'en sortir, c'est de changer les actes. Et là, c'est ce qu'on voit aussi quand même de la part d'un certain nombre de nos concitoyens, notamment en Europe occidentale, enfin, des gens qui changent de vie, qui consomment local, qui produisent leurs propres légumes, qui arrêtent de faire le Black Friday, qui arrêtent de prendre l'avion, qui changent vraiment de façon de vivre. Là, plus de dissonance cognitive et une vie qui est peut-être un peu moins confortable, mais qui retrouve le sens. Et là, ce qui est intéressant aussi, les études sur le cortex singulaire antérieur montrent quand même une chose intéressante, c'est que lorsque lui s'apaise, parce qu'en fait, il déteste le non-sens, les personnes se mettent à consommer moins aussi, c'est-à-dire qu'il y a moins de comportements d'achat impulsif, moins de toxicomanie aussi. C'est comme si, quand on vit dans une situation de tension intérieure, la meilleure moyen de supporter en fait cet état de mal-être, c'est d'activer le striatum à fond et de consommer beaucoup. Donc c'est quand même ça qui est intéressant, c'est que vivre avec plus de sens et moins de confort, c'est tout à fait supportable. Le sens collectif, très intéressant aussi. Parce que ce que fait le cortex singulaire antérieur, c'est pas seulement de chercher une cohérence interne, c'est aussi de chercher une cohérence entre soi et les autres. Et il le fait parfois d'une façon très très basique, sur le plan purement du mimétisme. On voit par exemple que des personnes qui sont dans une assemblée, qui participent à des rituels collectifs, où toutes les personnes font la même chose, à ce moment-là, les cortex singulaires antérieurs se sentent très très bien parce qu'ils ont l'impression que le corps social est ordonné, que ce n'est pas le chaos. Donc ça, c'est une autre façon de concevoir le sens sur un plan social. Émile Durkheim avait beaucoup travaillé là-dessus, c'est le fondateur de la sociologie. Lui, il parlait de l'anomie, qui était le premier prédicteur du suicide. Il disait, quand les gens ont l'impression que la société n'obéit plus à aucune structure, qu'on ne sait pas dans quel sens on peut aller tous ensemble, à ce moment-là apparaissent les phénomènes de stress et de suicide. Et au contraire, les personnes qui participent à des rituels collectifs ont le sentiment de faire partie d'une collectivité qui a un sens, qui est structurée, et le cortex singulaire antérieur s'apaise à ce moment-là. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que d'autres expériences qui sont assez fascinantes, qui montrent le cortex singulaire antérieur, ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est qu'il aime beaucoup prédire le comportement de ses semblables. Parce que c'est rassurant pour lui, il n'y a rien de plus angoissant que de vivre avec des personnes dont vous ne savez pas comment ils vont se comporter. Parce qu'ils peuvent vous jouer des vilains tours, ça peut mal tourner. Dans des sociétés anciennes, ça pouvait même tourner à l'homicide. Et donc, arriver à prédire le comportement des autres, ça a toujours été une pulsion très fondamentale du cortex singulaire antérieur. Et comment ça s'est traduit en fait dans l'évolution des civilisations, c'est que au moment où les grandes civilisations du néolithique sont apparues, vous avez les premières villes qui apparaissent, des dizaines de milliers d'individus qui vivent ensemble. Pour la première fois, en fait, il est devenu très difficile pour nos ancêtres de prédire le comportement de leurs semblables, alors que c'était beaucoup plus facile au paléolithique dans des groupes de 100 personnes. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les rituels collectifs. Et ce qu'on voit, c'est que les rituels collectifs permettent, dans des créneaux temporels bien définis, par le rite, de retrouver des moments où les autres redeviennent entièrement prévisibles, parce qu'ils font les mêmes mouvements au même moment, qu'ils disent les mêmes paroles au même moment. Et à ce moment-là, le cortex singulaire antérieur s'éteint, s'apaise, et l'angoisse liée à la difficulté en fait, de déchiffrer ses semblables disparaît. Donc ce n'est pas pour rien en fait, que beaucoup de religions, et même toutes, ont été fondées sur des rituels. Au départ, il y a même des big data en archéologie qui le confirment, les rituels sont apparus avant les grandes religions monothéistes. Et l'avantage des religions monothéistes, c'est à un moment d'inscrire dans le marbre de la loi, c'est le cortex singulaire antérieur, d'inscrire en fait des lois morales fondamentales, des lois sacrées qui gouvernent le corps social. Parce qu'à ce moment-là, il devient possible pour les cortex singulaires antérieurs des uns et des autres de prédire avec encore plus de fiabilité le comportement des autres. Parce qu'à partir du moment où vos semblables adhèrent aux mêmes valeurs morales fondamentales et aux mêmes valeurs sacrées, on peut s'attendre à ce qu'ils comportent de telle façon et pas d'une autre. Donc en ce sens, l'émergence des grandes religions monothéistes
en gravant dans le marbre de la loi des valeurs sacrées, ont été une véritable nourriture en fait pour notre cortex singulaire antérieur, celui qui veut du sens, celui qui veut pouvoir savoir à qui il a affaire quand il vit en société. Et donc la question des codes partagés est absolument fondamentale. Dans une société où les codes explosent, où des petits groupes se séparent les uns des autres comme une mosaïque, des communautarismes qui s'amplifient avec des codes qui ne sont partagés que par des petits îlots d'individus, à ce moment-là, chaque îlot d'individus devient un étranger pour les autres et les cortex singulaires antérieurs n'arrivent plus du tout à se synchroniser. C'est là qu'il y a une synchronisation sociale à recréer pour tenir compte de cette réalité biologique. Et puis le troisième volet du sens, c'est la question des visions du monde. Quand on regarde l'histoire des civilisations, toutes les civilisations, à un moment donné, ont accouché de ce qu'on appelle des visions du monde, c'est-à-dire une façon de décrire le monde matériel et immatériel, le monde naturel, surnaturel, et de les hiérarchiser. Alors vous avez les grandes constructions, vous avez les pyramides, vous avez le portail de la cathédrale de Strasbourg. Il faut imaginer ce que c'est pour un homme du Moyen-Âge que de voir ces litanies de saints, ces hiérarchies en fait, ce monde terrestre, ce monde céleste, l'apocalypse qui est prévu, mais la vie dans l'au-delà, et tout un code d'action qui est prévu pour accéder à la vie dans l'au-delà. Donc tout est extrêmement balisé. Et ça, pour le cortex singulaire antérieur, c'est du pain béni, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'il arrive à se projeter sur le long terme, et que même si son existence matérielle est difficile, il arrive à donner un sens dans la temporalité, même au-delà de sa propre existence matérielle. Et aujourd'hui, les expériences d'imagerie cérébrale qu'on fait justement en neurosciences existentielles montrent exactement ça. Si vous mettez une personne dans un scanner à IRM et que vous lui faites lire un texte philosophique qui dit que la vie n'a pas de sens, que l'être humain est apparu par hasard, que c'est un brin d'ADN dans une soupe primordiale qui a fini par se diviser, et puis que de toute façon nous finirons dans le grand néant universel après l'extinction de toutes les espèces, à ce moment-là, le cortex singulaire antérieur détecte cette absence de sens, cette absence de structure du monde. Il a l'impression que le monde est quelque chose de chaotique et il libère la noradrénaline, le cortisol, les hormones du stress. En revanche, si vous faites lire un texte à la même personne qui dit que le monde est gouverné par qu'il y a un sens en fait dans l'univers dans lequel on vit, que peut-être il a été créé, peut-être qu'il y a un dessein derrière, et même si on ne le sait pas, en fait il existe, rien que le fait de se dire qu'il y a un but derrière, le cortex singulaire antérieur s'apaise et coupe les vannes de noradrénaline et de cortisol, et la personne ne vit plus dans le stress. Donc on a là quand même une structure dans notre cerveau qui est en demande de signifiant, qui est en demande d'ordre, qui est en demande de temporalité longue. Et aujourd'hui, cette structure de notre cerveau n'a rien à se mettre sous la dent. Si on regarde l'histoire de nos civilisations, la civilisation moderne aujourd'hui industrielle s'est bâtie sur l'abolition du sens. C'est-à-dire qu'au moment des grandes guerres de religion et de l'émergence de l'humanisme, il y a une décision qui est prise que les idéologies ont apporté trop de malheur. Et que maintenant, on va se tourner vers une prospérité fondée sur plutôt une sorte de grand culte de l'homme au sens large, où tout le monde se comporte bien, si possible, les uns avec les autres, à travers le commerce, le développement technique, et effectivement, la machine va suivre derrière. Mais au même moment, on laisse tomber les systèmes de référents du sens qui ont accompagné l'humanité pendant des millénaires. Ça se passe bien pendant un certain temps, il y a les grandes révolutions scientifiques, qui effectivement invalident quelque part les visions traditionnelles véhiculées par les religions, y compris l'idée que l'homme n'ait pas été créé par Dieu, mais qu'il a évolué au terme d'une grande transformation biologique. À ce moment-là, la science prend le relais et propose du confort, effectivement, à travers toutes les technologies qui vont être démocratisées et qui permettent de nourrir notre striatum. Mais les grands systèmes de sens et d'idéologie sont abandonnés, il n'en a plus besoin pour vivre bien quelque part. Et donc le cortex singulaire antérieur, lui, n'a plus rien à se mettre sous la dent. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un petit peu un piège, c'est qu'on se rend compte que les promesses de bonheur de la société de consommation basées sur la technique, elles ne sont peut-être pas au rendez-vous parce que non seulement les gens vivent dans de la dissonance cognitive, dans du stress, dans du mal-être, tout commence à aller trop vite et puis ensuite on n'est même plus sûr de pouvoir survivre dans un siècle avec les catastrophes climatiques qui arrivent. Et donc là, le système, la monnaie se retourne. Et là, notre cortex singulaire antérieur, qui n'a plus de signification à donner à l'existence que nous nous sommes créés, lui crie famine. Et il n'a plus de système de sens à se mettre sous la dent. Et je pense que c'est là l'urgence, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut recréer du sens aujourd'hui. Alors, il y a les fabriques du sens individuel, chacun peut donner du sens à sa vie, en visant l'alignement personnel,
en essayant de créer sa propre légende et vivre en accord avec soi-même. Mais ça ne suffit pas pour le cortex singulaire antérieur. Le vrai sens est aussi collectif et le vrai sens a besoin de vision du monde. Et si on ne trouve pas des visions du monde intelligentes, il y a des visions du monde dégradées qui prennent la place. Les autoritarismes en sont un exemple. Ce qui se passe par exemple en Russie, c'est une vision du monde. C'est une vision suprémaciste, c'est une vision de grandeur, c'est une vision qui repose en partie sur l'idée d'une homogénéité raciale. Et ça, c'est très fort pour le cortex singulaire antérieur. Parce que ça propose une interprétation du monde et une direction vers laquelle on va. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, dans des moments de crise, des individus qui arrivent avec des visions que Max Weber, le sociologue, appelait des prophètes. Hitler était un prophète pour Max Weber au sens anthropologique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui offrait une vision. Et quand on n'est pas bien, une vision, on se jette dessus. C'est normal, on a besoin de ça. Et donc ça peut être les autoritarismes qui aujourd'hui, dans un monde qui est perçu comme indéchiffrable pour plein de raisons très complexes, scientifiquement, technologiquement, les vaccins, le réchauffement, tout ça, comment on se repère quand on n'a pas le bagage scientifique? C'est opaque. Donc les autoritarismes montent aussi parce qu'ils proposent une vision claire des choses. Il y a les winners, les losers, c'était Trump, il y a les étrangers, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a ceux qui sont du bon côté du mur. Et puis ça revient très fort aujourd'hui parce que plus on est en manque de sens, plus on va avoir la tentation de se tourner vers des prophètes qui proposent des visions du monde très simples. Et l'autre solution de repli quand on ne trouve pas de sens, ce sont les complotismes, les visions conspirationnistes, parce que dans une théorie du complot, tout a un sens, tout s'explique. Donc c'est pas pour rien aussi que les théories du complot ont autant de succès. Elle ne s'implanteraient pas dans une société qui aurait réfléchi réellement au sens qu'elle veut donner à son action collective. Et je crois qu'aujourd'hui, si on met vraiment à plat les ingrédients qui sont à notre disposition, les ingrédients d'une vision du monde qui finalement tiendrait la comparaison avec le réel, qui ne serait pas juste purement fantasmé, ce sont des ingrédients scientifiques sur comment fonctionne une planète, comment fonctionne l'atmosphère, quelles sont les lois de la thermodynamique, qu'est-ce que c'est qu'une empreinte carbone, quels sont les cycles de l'azote, les cycles du carbone, comment fonctionnent les êtres vivants, qu'est-ce que la biodiversité. Il y a un corpus de connaissances aujourd'hui qui peut donner naissance à une vision du monde qui nourrirait notre cortex singulaire antérieur à très très grande échelle et qui serait en plus partagée, indépendamment des origines ethniques, culturelles des différents pays autour de la planète, parce que ce problème climatique est global et concerne tout le monde exactement au même chef. Donc là, il y a une opportunité à saisir, mais il faut arriver à créer un message, il faut arriver à créer une vision. Et c'est là qu'à ce moment-là, on touchera à la partie peut-être la plus intéressante de notre cerveau pour maintenir le striatum dans sa cage. Et je vous remercie et j'espère qu'on va pouvoir échanger maintenant autour de ces notions ou d'autres. Aujourd'hui, quels sont les pourvoyeurs de vision qu'on pourrait détecter? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Enfin, peut-être qu'on va les voir émerger. Peut-être quelqu'un a la réponse. On attend. Je pense qu'on n'est pas encore au stade où un tel individu, si c'est un individu, proposerait une telle vision. L'offre politique pratiquement inexistante sur ce plan. L'offre... Alors, si on regarde un petit peu, par exemple, au niveau des religions, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se produit dans le discours du Vatican sur la planète. Je ne sais pas, je n'ai pas assez creusé, mais il m'a semblé voir des choses. Mais honnêtement, c'est encore balbutiant. Et moi, je pense que une vision du monde pourrait être dans une rupture aussi forte que la rupture qu'on vit dans les faits aujourd'hui. On l'identifiera peut-être pas tout de suite. Il faut essayer de recontextualiser ce qu'était une vision du monde. Moi, cet ouvrage sur le sens, il m'a été inspiré quand j'ai vu Notre-Dame brûler, parce que je voyais les gens qui étaient anéantis devant ce spectacle. Je me suis dit, mais je pensais que ça ne les intéressait plus, moi. Dieu, la religion, que Dieu était mort, que les gens voulaient juste être devant leur télé avec un paquet de chips.
ou jouaient à des jeux vidéo, mais en fait, ils étaient anéantis par ça, enfin beaucoup d'entre eux. Et je me suis dit, c'est étrange ça. Et donc je me suis dit, c'est vrai que si on se replace au temps où Notre-Dame était en chantier, les gens qui allaient travailler sur les chantiers pour les cathédrales, ils rentraient chez eux, et ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas l'eau courante, les gamins qui mouraient, il y en avait 3 sur 4. Et pourtant, ils y allaient, quoi. Et qu'est-ce qui les faisait avancer? Et je crois que c'est le sens. C'est de se dire mieux vivre avec une vie difficile avec du sens qu'une vie confortable qui n'a pas de sens. Et ça, d'ailleurs, ça a été testé dans des études de psychologie sociale. Effectivement, ce qui ressort, c'est que les gens cochent plutôt la case « je préférerais encore vivre une vie difficile qui aurait du sens ». Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, à mon avis, les bâtisseurs de cathédrales, les ouvriers de cette époque, les gens du peuple, quand on leur disait que le monde avait été créé comme c'était écrit dans la Bible, c'était la réalité. C'est comme quand nous, on nous dit il y a eu la formation des étoiles, et puis la nucléosynthèse, et puis les premières bactéries, la duplication de l'ADN. Pour nous, c'est des faits scientifiques qu'on mesure, mais je pense que pour eux, c'était pareil. C'est-à-dire que ce n'était pas des allégories, c'est-à-dire que c'était des modèles explicatifs du monde. Et donc, c'est ça qui compte. C'est quand vraiment on sait que c'est vrai. Et aujourd'hui, les modèles explicatifs du monde, ils sont scientifiques. Et aujourd'hui, malheureusement, ces modèles explicatifs du monde sont très techniques, très pointus. Il faut être très spécialisé. Et on n'a pas réussi à transférer en fait ces éléments d'explication et de clarté et de sens qui viennent de la connaissance scientifique vers le corps social et vers le débat public. On n'a pas fait ça. Et c'est là quel enjeu, il est énorme, mais les outils sont là, il manque la résolution et il manque l'orientation pour prendre le chemin d'une politique de la connaissance, de l'éducation, parce qu'aujourd'hui c'est une politique de l'économie, de la prospérité matérielle, mais on ne s'en sortira pas comme ça. Et compte tenu du fait qu'en plus la diffusion de ces concepts peut vraiment aussi nourrir les parties les plus pulsionnelles et les plus dopaminergiques de notre cerveau, ça vaudrait le coup. Mais je crois qu'on n'a pas encore commencé à construire cette vision. Mais si j'avais à miser, ce serait sur cette teneur scientifique d'une vision du monde, mais comprise et crue par tout le monde sur les bases universelles qui sont celles du fonctionnement des choses, tout simplement. Les marches pour le climat nous montrent que la préoccupation pour le climat est devenue une préoccupation qui est visible, qui a atteint le statut de visibilité pour le plus grand nombre et qui est légitime. Et elle montre une préoccupation et donc elle montre un engagement émotionnel. Est-ce qu'elle a débouché aujourd'hui sur une vision? Je ne sais pas. C'est ça. Pour moi, on est au stade de l'alerte, de la mobilisation, et il manque l'étape suivante. Et il y a aussi la question de la représentativité, quoi. Quelle fraction de la population ça représente vraiment? Mais les sentinelles, les lanceurs d'alerte sont essentiels, évidemment. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la situation d'il y a 50 ans. Mais du point de vue de l'économie cérébrale, une réaction émotionnelle d'éco-anxiété ou de mobilisation ne suffit pas encore vraiment à tourner la page en fait, du confort, parce que ce qui se joue là, c'est un mouvement de balancier entre striatum et cortex singulaire antérieur, entre jouissance et sens. Et ce que je détaille plus dans le livre, c'est que quand on rajoute du sens, on a moins besoin de confort, de sentiment de puissance et de jouissance aussi. Et c'est en ce sens qu'il faut vraiment appuyer dessus, de la clarté, des outils d'interprétation du monde, de la société, de compréhension de soi. Ce sera absolument vital. Les gros problèmes du striatum sont en général dans le striatum masculin. Donc la réponse est oui. Ce qui se passe, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le côté très conquérant
très intrusif, très violent de l'humanité qui fait qu'on est arrivé jusque-là et qu'elle a tout écrasé, c'est le côté striatum masculin. Et la question qui se pose, c'est comment réaliser cette transition? C'est très délicat. C'est vrai que sur le papier, il faudrait dire maintenant ça est terminé, plus aucun homme au pouvoir et compagnie. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse terminer sans moi. ça me met mal à l'aise, mais c'est vrai en fait. Mais il y a des impulsions juridiques sur la parité, etc. Oui, mais ce serait plus que de la parité qu'il faudrait. Mais cela dit, je ne suis pas persuadé que les logiques d'hyper-pouvoir ne ressurgiraient pas dans un monde où le pouvoir serait féminin. Parce que c'est quand même ce que montre aussi... Il y a des études corrélationnelles sur la taille du striatum et le niveau de responsabilité dans l'entreprise, et c'est vraiment corrélé. Ça l'est beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, mais aussi quand même. C'est-à-dire que les logiques de rivalité ne sont pas le monopole des hommes. Donc il ne faudrait quand même pas penser que c'est juste une question de sexe, mais que c'est aussi une question de volonté commune et d'éthique, d'institution. Oui, je crois assez à ça. Je pense qu'on va vers ça, mais la question c'est est-ce qu'on va vers ça de façon homogène et durable? Il y a une référence culturelle de très haut niveau qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Sylvester Stallone qui s'appelait Demolition Man. C'est complètement brut et débile ce film, mais il y avait une idée très très intéressante. C'est que c'est un film d'anticipation où on se retrouvait dans 300 ou 400 ans dans une société où il n'y avait plus de violence. On allait au terme de ça, voilà, tout le monde était complètement pacifié, tout ça. Et malheureusement, il y avait un prisonnier ultra violent qui avait été cryogénisé quelques siècles avant, à l'époque de la pierre en gros, et il y a une panne de cryogénisateur, donc il revenait. Et donc c'était le roi du pétrole, quoi. Donc il massacrait tout le monde et personne n'osait lui résister. Et ce qui se passe, on voit un petit peu, c'est que nous, effectivement, il y a des pays qui ont développé un peu une culture de la non-violence, et dès qu'il y a des ultra violents de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est bien mal engagé. Donc, ce qui est difficile, c'est de cultiver une forme d'éthique, de non-violence, tout en sachant garder des ressources pour se défendre en usant de la violence, le cas échéant. Parce que tout le drame de la situation globale dans laquelle on est, aussi bien pour le climat que pour les conflits militaires, pour l'accès aux ressources, ce qu'on appelle la tragédie des communs. Un truc qui a été développé par des théoriciens de la formation, des psychologues sociaux depuis quelques décennies, qui dit une chose très simple: quand vous avez des ressources qu'il faut épargner, si tout le monde ne se met pas d'accord, en fait, chacun va craindre que l'autre les pille d'abord, donc chacun va commencer par les piller lui-même et ça va être terminé tout de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, personne ne renonce à des prospections pétrolières parce que sinon, il va perdre le marché, puis c'est un autre qui va prendre les ressources. Et de la même façon, par rapport au comportement violent. C'est-à-dire que si vous êtes le seul à être non-violent, à l'échelle de l'évolution, vous allez disparaître. Il y a forcément quelqu'un qui va arriver, qui va se saisir de votre maison, de vos champs, de vos fermes. Donc, on tombe sur la question de la synchronisation de l'action humaine globale. Alors, on peut espérer que certaines sociétés acceptent de baisser la garde, de développer un modèle non violent, pour donner l'exemple, en espérant que ça fasse tache d'huile, pour amener les gens de façon pacifique dans toutes les régions du monde à renoncer à leur arsenal nucléaire. Mais bon. Mais c'est ça, en fait, la voie. C'est vrai. Est-ce qu'on va basculer dans un monde où le modèle conquérant et violent sera définitivement daté? Peut-être. Mais la question, c'est celle des lignes de fracture. Hein. L'optimisme, c'est vrai. Hein. Il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Les gens me demandent comment tu fais? Je dis bah non. Et je crois qu'en fait, peut-être qu'il faut accepter qu'il n'est pas nécessaire d'être optimiste pour être heureux. Un jour, on est tous confrontés à la mort. Hein. Et il y a des gens qui vivent des nouvelles très dures sur leur santé et qui se fixent une éthique malgré tout, qui continuent à faire contre mauvaise fortune bon cœur, à poursuivre des projets, même s'il y a peu d'espoir que ça aboutisse. On vit plus en paix avec soi-même en les menant.
une vraie perspective d'optimisme sur l'évolution du climat et sur l'évolution des sociétés, moi je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Un scientifique ne peut pas prédire l'avenir. Des vraies sources d'espoir. Non, mais je crois qu'il faut... C'est ce que vous dites. C'est donner la parole à ceux qui se mobilisent et c'est s'insurger contre l'éducation genrée qui donne la faveur systématiquement à ceux qui sont les plus agressifs. Et moi je crois que si on est dans une situation quasi désespérée, il faut prendre les seules décisions qui peuvent nous amener vers des chemins qu'on n'a vraiment pas explorés. Et il y a une ressource qui potentiellement n'est pas limitée, qui à mon avis ne l'est pas, et qui a été employée à 1% de sa capacité, ce sont les cerveaux. Les cerveaux de ceux qui vont être les générations, qui vont être à notre place. Des enfants de 5 ans qui arrivent aujourd'hui en classe ou qui sont dans leur famille. La façon dont on va leur donner les outils pour interpréter ce qui se passe aujourd'hui, pour savoir maîtriser leurs émotions, pour agir non pas en fonction de leur désir de domination, mais pour le bien commun, c'est des choses qui peuvent être inculquées. L'émerveillement, le fait d'avoir de la dopamine par de la musique et pas par des chips ou par des jeux vidéo, c'est possible, c'est très possible. Et ça, c'est une question... là, tout est possible. Là, vraiment, tout est possible. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a politiquement pas encore mis le paquet là-dessus, pourquoi on peut débloquer des dizaines de milliards pour certains secteurs de l'activité économique. Bon, on peut comprendre pourquoi, à court terme, mais à long terme, ces milliards-là nous donneraient des récoltes, des moissons insoupçonnées dans 20 ou 30 ans. Je trouve que le court-termisme nous tue et que cette ressource insoupçonnée peut nous sauver. Voilà. Ouais, la question que vous posez, c'est celle de l'augmentation inéluctable de la population à cause de la pulsion de transmettre ses gènes. Alors, heureusement, je crois que ce n'est pas du tout une fatalité. La croissance de la population anticipée va se ralentir et se stabiliser. Bon, elle se stabilisera très haut, mais les projections démographiques mondiales ne sont pas sur une croissance indéfinie. Et donc je pense que, de toute façon, la charge démographique par rapport aux ressources est trop importante. Ça posera un problème. Elle peut être limitée, et surtout c'est l'impact par tête multiplié par la charge globale qui va faire l'impact global. Donc la question, c'est celle de la réduction de l'impact carbone et de la consommation par individu. Quand on voit la marge qu'il y a sur certains pays riches, il y a de quoi faire quand même. Et ça pose la question de la répartition des richesses. Et une grosse partie du problème est la répartition des richesses. Et après, la question, oui, est-ce que le striatum voudra toujours plus? Mais non, parce qu'en fait, bon, le striatum, lui, pour répondre à votre question sur transmettre les gènes, et donc ça amène à une augmentation de population. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir des relations sexuelles, parce qu'à chaque fois qu'il a eu des relations sexuelles pendant 2 millions d'années, ça s'est traduit par une augmentation de la descendance, donc dopamine. Mais si à un moment vous mettez de la contraception, pour lui, ça ne change rien. Hein. Lui, il a sa relation, il a sa dopamine, mais on le sait tous. Et à ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Je veux dire, le plaisir sexuel n'est pas du tout incompatible avec la contraception. Donc, non, il n'y a pas du tout de problème de base à ce niveau-là. Le problème, c'est l'éducation à la contraception, c'est la répartition des richesses et c'est la limitation de la consommation par tête de pipe.